Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Grégoire. Salut Grégoire, comment tu vas ? Salut, bien et toi ? Ça va. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma vie en Russie. J'habite à Moscou, mais j'aime beaucoup le Caucase russe, dans lequel je vais souvent voyager. Eh ben, c'est à toi. Merci Thibaut déjà de me donner la parole. Donc le Caucase russe, c'est une grande région et moi j'ai toujours été très attiré par cette région parce qu'elle est en fait extrêmement riche, extrêmement diverse de tous les points de vue, à la fois d'un point de vue ethnique, d'un point de vue des langues, d'un point de vue des religions, d'un point de vue des paysages. Et c'est tout un vrai bazar ou un vrai melting pot. Et c'est très différent de la Russie qu'on connaît à travers l'image classique de Moscou et des Slaves qu'on rencontre un peu partout. Et donc, quand on va là-bas, c'est toujours un peu une aventure. Le Caucase, il y a plusieurs régions. Celle que je trouve la plus intéressante, c'est le Daghestan. Le Daghestan qui est au bord de la mer Caspienne. Et là-bas, on trouve notamment la plus vieille ville de Russie, qui est Derbent, qui est une ville qui a plusieurs milliers d'années, comparée à Moscou, qui n'a même pas 1000 ans. Et donc les gens là-bas sont très fiers de ça. Même certains disent que cette ville de Derbent, ce serait en fait Troie. Voilà, bon, ça c'est un peu, c'est pas sûr du tout. Et quand on va dans les montagnes, on se rend compte qu'on a très très rapidement l'impression qu'on n'est plus du tout en Russie, mais qu'on est dans un autre pays. Les gens parlent une langue différente, les gens physiquement sont différents, et les gens sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants. Lors d'un voyage, j'y suis allé avec un ami et on a décidé de partir un peu à l'aventure, de faire du stop, d'essayer de dormir chez les gens, de nous laisser guider un petit peu par les aventures. Et notamment une fois, on était dans un petit village et sur la carte, on s'est dit c'est pas très loin d'aller à un autre village. On pensait faire du stop et puis en fait, on était sur une route en terre battue. On a marché longuement. Il y avait une voiture toutes les heures. Voilà, les gens ne pouvaient pas nous prendre en stop. Les gens s'arrêtaient, ils nous disaient ouais, si vous voulez, on vous donne une pastèque, mais on n'a pas de place dans la voiture. Et puis la nuit est tombée. Donc on était un peu bloqués au milieu de nulle part. Il y avait plus grand monde. Voilà, dès que la nuit tombe, les gens rentrent chez eux. C'est des villages, des gens qui sont très conservateurs, donc voilà, ils sortent pas beaucoup. C'est plutôt les hommes qui sont dans la rue, les femmes sont à la maison. Et là, on croise Mohamed qui nous demande ce qu'on fait là. On lui explique que voilà, on est deux petits Français perdus au milieu des montagnes du Caucase. Et là, il nous dit ah mais venez à la maison, venez dormir chez moi, pas de problème. Tout de suite, il envoie sa femme cuisiner pour nous, il envoie sa femme chercher du pain. Alors voilà, c'est une société très traditionnelle, donc sa femme cuisine tout pour nous, puis après elle va se réfugier dans la chambre, pendant que Mohamed, de longues heures durant, nous raconte sa vie. Et Mohamed est apiculteur, il nous raconte un peu toute sa vie, toute son expérience, à la fois à l'Union soviétique,
les villages des montagnes qui se dépeuplent petit à petit, les gens qui vont dans les grandes métropoles travailler, la conservation des cultures locales, de la langue locale, l'importance de l'islam, etc. Et même si cette personne, elle est, à, elle est coupée de tout, elle est quand même au courant de ce qui se passe, elle est quand même au courant des gilets jaunes en France. Même s'il vit dans une condition difficile, elle partage tout avec nous. Et voilà, on refait le monde dans sa cuisine, entouré d'énormes seaux de miel euh, qui sont partout. Euh, et Mohamed, c'est un type, il faisait, je sais pas, 2 mètres, il avait des paluches énormes et extrêmement chaleureux, avec un rire d'enfant, surtout quand on parle de son institutrice russe, euh, qui lui faisait lire Victor Hugo. Bref, c'était un moment super sympa. Et bon, le lendemain, on a continué notre chemin. Voilà, c'est pour dire un petit peu à quel point les gens du Caucase sont extrêmement chaleureux, parce que souvent on a un peu le cliché des a priori sur les Tchétchènes ou sur des gens qui peuvent être parfois perçus comme violents ou très différents de nous, mais en tout cas, les gens sont très agréables là-bas. Merci pour ce beau récit, Grégoire. Alors, quels sont tes 3 coups de cœur? Donc, je vous ai dit, un coup de cœur, c'est plutôt le Caucase, donc une région que j'aime beaucoup, qui est très riche. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu cliché, mais la place rouge. Même si ça fait longtemps que j'habite à Moscou, c'est toujours un plaisir de faire un détour, de repasser 2 jours de nuit. C'est un endroit, je me lâche jamais. Euh, voilà, quand j'ai des amis ou des parents qui viennent à Moscou, le premier truc que je fais, je les emmène là. En hiver, en été, la nuit ou la journée, c'est toujours un endroit incroyable. Et après, un dernier coup de cœur, je pense que c'est le banya public auquel je vais régulièrement avec des amis. Donc les Russes, ils ont traditionnellement ce banya, c'est une sorte de sauna. Et moi, j'adore aller là-bas pour me faire suer, littéralement. Voilà, partager des moments avec des gens, des gens de Moscou, comme ça, être ensemble à suer, ça paraît un peu ridicule, mais c'est quelque chose de très, très sympa et ça permet de rencontrer des gens aussi. Alors donc tu vis à Moscou depuis quelques années. Mhm. Est-ce que tu as une routine particulière? Alors ma routine, elle est à Moscou, c'est une grande métropole, donc je pense que ma routine, elle ressemble à beaucoup de routines françaises. Même si j'habite à Moscou depuis longtemps, j'aime bien aller régulièrement un peu en périphérie de Moscou. Donc c'est une sorte de routine, une routine un peu des week-ends. Aller sur les marchés en périphérie de Moscou pour euh, pour voir un petit peu, pour acheter des produits qui coûtent moins cher dans le centre, et puis pour voir un petit peu le pouls de la Russie, voir les gens des régions qui débarquent à la capitale pour vendre leurs marchandises, c'est toujours très, très intéressant. Alors est-ce que tu as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller à Moscou et dans la Russie en général? Ouais, alors pour les festivals, moi il y a un festival que j'aime beaucoup, c'est le festival BOL. Alors le nom en russe traduit littéralement est un peu bizarre, c'est BOL, c'est douleur. En fait, c'est un festival de musique russe, on va dire underground, à la fois de l'électro dark ou du post-punk ou des trucs un peu comme ça. Tout ce qui n'est pas mainstream, on va dire. Et c'est un festival qui se déroule généralement dans une ancienne université, dans un style un peu soviétique. C'est un peu un côté do it yourself qui est assez sympa. Pour les lieux de sortie, dans un style totalement différent, il y a une sorte de club à Moscou qui s'appelle le Petrovitch, qui est, on va dire, une boîte de nuit club pour les personnes un peu âgées. On va dire que la moyenne d'âge, c'est plutôt 50 ans. Et là-bas, on passe les hits des années 80 soviétiques. Et c'est une ambiance assez folklore. Donc tu as lancé aussi un label de musique qui regroupe des artistes, ukrainiens, des artistes, russes et d'autres de la région aussi. Je crois qu'il y a des Biélorusses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, tout à fait. Donc, on a lancé avec plusieurs amis le label Bielka Records il y a déjà 5 ans. L'idée, c'était qu'il y a beaucoup d'artistes en Russie qui tournent vachement, qui font de la musique qu'on trouve super, des artistes plutôt au rock.
Et on s'est dit, c'est dommage qu'en Europe, personne n'écoute ce genre de musique. Parfois c'est en russe, parfois c'est en anglais, mais voilà, on avait envie d'exporter un petit peu ce type de musique-là. Personnellement, moi, je vais très souvent à des concerts à Moscou, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'artistes étrangers en plus qui viennent en Russie. C'est un peu compliqué. Voilà, et donc petit à petit, on a fait d'abord une première compilation, puis une deuxième, puis après on a commencé à sortir des albums, des EP d'artistes. Et voilà, aujourd'hui on a fait une dizaine de sorties. Et on a la particularité aussi de faire ces sorties donc en digital, mais aussi en physique, sous format de cassette. Voilà, c'est un peu vintage, c'est un peu un goodies marrant. Et voilà, aujourd'hui on envoie des cassettes aux États-Unis, au Japon, à Hong Kong et dans toute l'Europe. Et donc comment tu trouves ces artistes en allant à des concerts? Ouais, principalement en allant à des concerts, en discutant avec eux à la fin des concerts. Ils sont toujours surpris de se dire, oui, il y a un petit Français là qui est intéressé par notre musique. Après, ils viennent pas tous de Moscou. Je m'amuse souvent à surfer un peu sur le Facebook russe, Contactier, qui est une super source pour découvrir plein d'artistes, à la fois musique, mais aussi photo, etc. Alors d'ailleurs, j'ai rajouté quelques-unes de tes découvertes sur la playlist de Hallyday sur Spotify. Il y a vraiment des très bonnes choses à écouter sur, Ah, super. alors une autre question, on va changer de sujet un peu. Donc tu vis à Moscou depuis quelques années. Comment tu as fait pour rencontrer des locaux, au tout début quand tu es arrivé là-bas? Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de rencontrer des locaux. On a un peu ce réflexe français de rester entre Français. En fait, déjà avec mes collègues. Aujourd'hui, la plupart de mes collègues sont russes. Donc c'est déjà, j'ai sympathisé avec mes collègues. Ensuite, à travers notamment différents projets comme le label de musique, mais aussi différents centres d'intérêt que je partage avec des gens, le sport, etc. Petit à petit, on rencontre d'autres personnes et puis on voit ces personnes en dehors de ces activités. Et voilà. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Tous les Russes sont marquants, non? Non, mais c'est beaucoup de rencontres. En fait, j'aime bien voyager en faisant du couchsurfing, en dormant chez les gens, mais aussi en rencontrant des locaux. Je pense que c'est un bon moyen, en écrivant sur les réseaux sociaux ou alors, voilà, on rencontre des gens et à chaque fois, donc il y a toujours des anecdotes amusantes ou des vers de l'amitié qui durent au final très longtemps et on n'a pas le temps d'aller voir le monument à côté parce qu'on a passé la soirée à picoler. Alors quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans cette région et qui souhaite visiter des endroits dans cette région? Alors, le premier conseil, je pense, c'est la langue. Même si c'est pas obligatoire de parler russe couramment, c'est quand même super pratique. En Russie, les gens sont vraiment pas très bons en langue étrangère. Sorti de Moscou, c'est vraiment très utile quand on prend le transsibérien ou qu'on voyage en province, d'avoir les bases pour commencer à discuter avec les gens, pour demander son chemin, pour se débrouiller, pour survivre, j'ai presque envie de dire. Voilà, et après, conseil, je pense que c'est bien de toujours avoir un appareil photo avec ça, parce qu'il y a plein de choses qui se passent en Russie qui sont un peu inhabituelles. Ouais, c'est un peu le pays de la surprise en permanence, quoi. Alors donc tu as pas mal voyagé, j'imagine, dans toute la Russie et dans les pays, aux alentours. Est-ce que, aujourd'hui tu as des projets de voyage, pour l'avenir et où? Oui, alors, projet de voyage, bah donc j'aimerais beaucoup aller au Kamtchatka. Pour l'instant, je suis toujours pas allé au Kamtchatka. J'attends l'été prochain. Voilà, le Kamtchatka, c'est la région la plus sauvage de Russie, avec les volcans, les ours. Voilà, on dit que là-bas, c'est dangereux vraiment de se balader tout seul parce qu'il y a des ours dans tous les coins de rue presque. Non, et puis la Russie est vaste. Les régions du nord, les éleveurs de rennes notamment. Et comment tu prépares tes voyages? Alors, pour préparer ces voyages, en fait, petit à petit, j'ai commencé à davantage chercher des informations en russe, sur les forums russes ou sur les sites de voyage en Russie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français ou en anglais
sur les destinations, on va dire en anglais et en français, on trouve beaucoup d'informations sur Moscou et sur les principales destinations, le top touristique. Et dès qu'on sort un peu des sentiers battus, tout de suite, là, il faut se débrouiller. Donc, je prépare mes voyages comme ça et j'hésite pas à demander à des gens s'ils ont des contacts. Les Russes partagent très facilement les contacts parce qu'ils, quand ils savent que tu vas dans leur petite ville, dans leur ville en province, tout de suite, ils vont dire à leurs amis, voilà, il y a un Français qui débarque ou il y a un étranger. Et donc tout de suite, tu trouves facilement des contacts pour, euh, pour t'accueillir ou pour prendre une bière avec toi, etc. Ça, c'est super. Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos quand tu pars en voyage? Ben, on trouve un appareil photo. On trouve un appareil photo. Quand je voyage et que je sais que je vais chez des amis, on trouve aussi des pantoufles et des pantoufles qui sont très utiles, des tapochki, comme on dit en russe, pour aller au banya, mais aussi pour chez les gens pour ne pas se salir. Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ouais, ouais, bien sûr. Vous pouvez aller sur mon Instagram. En fait, je fais pas mal de photos un peu de la vie quotidienne en Russie. Euh, voilà, c'est pas des beaux monuments, c'est plutôt la vie quotidienne. Voilà, sur Instagram. Très bien. On ira te suivre et je mettrai donc ton compte sur le podcast. Si je te dis le mot AID, ça te fait penser à quoi À propos du site ou à propos de plus généralement? en général? Je sais pas si c'est un mot qui est utilisé en Russie. Le mot ID n'est pas utilisé en Russie. J'ai vu que c'était un mot qui était d'origine turque. Ouais. On n'a pas forcément des super bonnes relations avec les Turcs. Non, je sais pas. Non, ça me parle pas beaucoup. Ça me parle pas beaucoup. On Ok. dirait, si j'ai bien compris, la traduction russe ce serait plutôt Davai. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment t'es venue cette passion? C'est vraiment un peu par hasard. C'est suite à un échange étudiant il y a déjà pas mal de temps. Je suis débarqué à Moscou. Il faisait froid, il y avait de la neige partout, mais j'ai adoré. Et quand je suis revenu en France, tout de suite, je me suis dit, il faut que je reparte là-bas. Et, euh, et voilà, et ça fait 8 ans que je suis à l'Est. Et donc, tu as été rédacteur pour AID. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier? Donc sur AID, j'ai notamment parlé des découvertes musicales que j'ai pu faire à l'Est. Ouais, je pense que ça fait partie de cette mission, entre guillemets, de promotion de la musique de l'Est. Ouais. Et donc, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Donc, ouais, pour les recommandations, je pense que ce qui est intéressant à regarder en Russie, c'est le phénomène de tout ce qui est urbex. C'est l'exploration des lieux abandonnés. C'est vraiment un phénomène qui se développe énormément en Russie et qui est parce que la Russie est très riche dans ce domaine-là, à la fois des vieux châteaux abandonnés, mais aussi des complexes soviétiques industriels gigantesques qui sont abandonnés. Et donc, je vous recommanderais de suivre plusieurs comptes Instagram, notamment Northern Friend, qui fait des photos incroyables dans des stations, anciennes stations nucléaires ou des trucs comme ça, qui sont vraiment folles, quoi. Et t'en fais, toi, de l'urbex? Un petit peu, ouais. Un petit peu. J'ai fait, notamment cet été, on est allé dans des anciens sanatoriums soviétiques dans le Caucase. Merci beaucoup, Grégoire, pour ce moment, Merci à toi. pour cette belle découverte. À bientôt. À bientôt, merci. Salut. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt! Feel the sun